Quelles questions faut-il se poser lorsque l'on veut investir ou en tout cas acquérir un véhicule d'époque? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans Patrimoine Passion et pour cela nous avons le plaisir d'être en plateau avec Laurent Herriou. Bonjour Laurent Herriou. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes conseiller du président de la FFVE, Fédération Française des Véhicules d'Époque, mais aussi vice-président de la FIFA, pour le coup, Fédération Internationale des Véhicules anciens. On va se demander un petit peu avec vous quelles sont les questions qu'il faut se poser lorsque l'on veut acquérir un véhicule d'époque et si on veut le faire d'un point de vue placement, déjà si c'est possible. Mais juste avant, peut-être avant de commenter ce type d'acquisition, le salon Rétromobile s'est tenu il y a une dizaine de jours, en tout cas a fermé ses portes il y a une dizaine de jours. Il était ouvert jusqu'au 4 février dernier. Qu'est-ce qu'on peut en retenir selon vous sur l'appétence peut-être des investisseurs ou des collectionneurs pour ce type de biens divers, si je puis le dire ainsi? De biens divers, d'accord. Écoutez, Rétromobile, on a la chance en France d'avoir, je pense, le plus beau salon de véhicules classiques au monde. Pas le plus grand, le plus beau. Et il faut le dire. Je dis ça parce que beaucoup d'acteurs étrangers, visiteurs, mais également professionnels, grands marchands, exposent à Rétromobile. Et après une année de reprise un petit peu difficile, on a quasiment atteint de nouveau les records puisque l'organisateur annonce 125 000 visiteurs. D'accord. Et c'était vraiment une belle performance. À noter aussi que pendant cette période-là, puisqu'on parle économie un petit peu, toutes les plus grandes maisons de vente aux enchères sont à Paris. Tout se passe à Paris. Arcurial, bien sûr, au cœur du salon, mais également Bonhams au Grand Palais et RM Auction aux Invalides. Et alors, qu'est-ce que vous avez pu constater lorsque vous avez échangé potentiellement avec des gens sur le salon vis-à-vis de cette appétence du véhicule d'époque? C'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup de la transition énergétique, du véhicule électrique, ou de manière plus épisodique parfois de grève vis-à-vis du carburant. Est-ce que ça pose des questions vis-à-vis des collectionneurs qui s'intéressent aux véhicules d'époque? Bien sûr, on a deux questions aujourd'hui. En fait, la mission de la fédération, c'est de défendre notre droit de circuler avec nos véhicules de hier, en respectant les règles d'aujourd'hui et en prévision également des règles de demain. Bien sûr. Donc, vous avez entendu parler des fameuses ZFE, les zones à faible émission. Encore faut-il avoir le droit d'y circuler. Et grâce à notre action, et en particulier celle de notre président, nous avons pu obtenir toutes les exemptions de dérogation pour circuler en ZFE. Pourquoi ? Parce que au niveau de la qualité de l'air, nous n'avons pas d'impact mesurable. On dit pas d'impact, il n'est pas mesurable sur la qualité de l'air, qui est le point de départ du sujet. ZFE. Deuxièmement, capacité technique à circuler. On parle aujourd'hui beaucoup de véhicules électriques. Sans doute que l'avenir, ce sera un mix énergétique. L'Europe a décrété la fin du moteur thermique. Peut-être eût-il fallu décréter la fin des carburants fossiles, ce qui est un petit peu différent. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons des contacts avec Total, nous avons des contacts avec Repsol, avec Aramco, et les carburants de synthèse, qu'on appelle les e-fuels, existent. Et nous espérons pouvoir les tester très prochainement. Et ce sont donc des carburants complètement propres et complètement, compatibles avec nos vieux engins. Parce que justement, quand vous dites l'Europe effectivement annonce la fin du moteur thermique, que vous êtes en discussion avec un certain nombre d'entreprises justement pour aller vers ces e-fuels, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du collectionneur ou de la dynamique des véhicules d'époque? Est-ce que ça veut dire que ça pourrait prendre de la valeur ou au contraire éteindre des collections comme celle-là ou des passions comme celle-là? Alors clairement, un véhicule, le jour où il ne peut plus rouler, il s'éteint et sa valeur s'étiole, si je peux m'exprimer ainsi. Un véhicule automobile, par définition, il doit se mouvoir tout seul. Donc c'est ce qu'on disait, avoir Bien le sûr, droit, oui, de rouler. La capacité. Il faut pouvoir rouler avec un véhicule d'époque. Et c'est la grande question aujourd'hui. Puis c'est le plaisir. On parle d'investissement, mais il y a également de l'investissement dans le plaisir. En fait, c'est notre passion, le véhicule d'époque, c'est de lier l'investissement, le placement, je ne parlerai pas de spéculation. D'accord, bien sûr, oui. Avec le plaisir. On est vraiment dans le marché de l'art. C'est-à-dire qu'un tableau, vous l'accrochez au mur, vous l'admirez. Une voiture, vous l'admirez. Mais vous roulez aussi. Vous pouvez sentir, vous pouvez rouler, vous pouvez l'utiliser. C'est très complexe. D'accord. Oui. Et complet. Et donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est une inquiétude cette transition énergétique pour l'acquisition ou le maintien des véhicules d'époque ou Alors c'est une inquiétude, oui, et c'est surtout un sujet qui fait débat parce que
encore une fois, on est tous concernés par l'avenir de la planète. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est passionné de moto, de voitures, de tracteurs, de ce que vous voulez, qu'on n'est pas concerné. Donc l'idée, c'est d'un petit peu de pouvoir concilier les deux. Et aujourd'hui, grâce, en tout cas avec les informations que nous avons obtenues pour le moment des pétroliers, nous sommes rapprochés également d'un syndicat qui s'appelle Fuels Europe. On a vraiment beaucoup de raisons de rester optimiste, oui, clairement, bien sûr. Si je reviens effectivement, alors vous avez dit que vous ne parlez pas de spéculation, ça tombe bien, ça n'est pas ma question. En revanche, lorsqu'on parle de véhicules d'époque ou de voitures anciennes, est-ce qu'on peut parler de placement ou d'investissement, ou ça reste du domaine de la collection ? Alors, c'est pas incompatible. D'accord, oui. Donc, on peut très bien collectionner. Alors, d'abord, encore une fois, on part du plaisir. Il faut se faire plaisir, mais comme quand vous allez faire un placement bancaire, acheter un tableau ou que sais-je encore, il faut vraiment vous entourer de personnes qui connaissent ce sujet. C'est-à-dire que on fera vraiment, on réalisera une belle opération, j'ai envie de dire à l'achat. C'est à l'achat qu'on réalise l'opération. Si on achète bien, clairement, il y a toutes les raisons pour que ça se passe très bien. Donc comme dans l'immobilier ou sur d'autres typologies d'investissement. D'accord. C'est le point de départ, c'est l'achat. Mais alors, là, il faut se faire conseiller. Mais alors, c'est-à-dire que si le point de départ est l'achat, ça veut dire que le cours, là effectivement je parle très financier, mais ça veut dire qu'on peut voir le prix évoluer dans le temps à la hausse ou à la baisse en fonction de ce qu'on a acheté ? En général, on les voit à la hausse pour le moment. D'accord, ouais, c'est ça. À la baisse, je n'ai pas encore trop vu. Mais c'est vrai que si on se projette sur les 10 dernières années, le placement en véhicule de collection est indéniablement une réussite. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais... Mais ça veut dire que ça prend de la valeur année après année. Qu'est-ce qui explique qu'un véhicule de collection prenne de la valeur ? Il y a beaucoup de sentiments, il y a du souvenir. Quels sont les critères d'achat ? Bien souvent, ce sont des souvenirs. D'accord. C'est la voiture du père, de l'oncle, du voisin qui nous a fait rêver quand on était gamin. D'accord. Et on rachète plus tard celle qu'on a connue quand on était enfant. C'est exactement le cas des Youngtimers aujourd'hui. On parle de Youngtimers, mais les collectionneurs... Les Youngtimers, je rappelle, ce sont des véhicules entre 20 et 30 ans. D'accord. Ouais. Mais les collectionneurs de Youngtimers, ce sont des gens entre 40 et 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils achètent la voiture dont ils ont rêvé 20 ans avant. D'accord, oui, je comprends. Ouais. Mais là, on ne parle pas du véhicule d'époque, pour le coup. On parle de voitures qui rentrent tout juste dans le domaine de la collection. Mais qui deviendront de collection, puisque à l'horizon de leurs 30 ans, si les réglementations restent en l'état, elles seront éligibles en collection. Je rappelle que pour entrer en collection, il y a une notion très importante qui est la préservation. Le véhicule doit être préservé, soit en très bon état d'origine, soit restauré conformément à l'origine. Pas mieux, aussi proche que possible de sa sortie d'usine. Et ça vaut quels que soient les modèles que l'on peut trouver sur le marché, puisqu'il existe beaucoup de marques et beaucoup de modèles. Comment est-ce qu'on réalise des investissements ? J'imagine que tous les modèles ne voient pas leur cote augmenter au fur et à mesure des âges. Il y a bien une histoire quand même derrière. Il y a une histoire. Ce qu'il faut aussi constater, c'est que cette collection, ça relie, je dirais, c'est transgénérationnel et comment dirais-je, situation sociale. D'accord. Vous allez avoir un médecin, un avocat, un plombier, un ouvrier qui vont un jour se retrouver au sein d'une balade, d'un rallye ou que sais-je encore, ils vont, comme on dit, commencer à parler boulon-rondelle. D'accord, ouais. On parle boulon-rondelle, c'est ça ? Mais ça, c'est excellent. Donc ça, c'est vraiment, c'est un lien de tissu social indéniable. Après, vous avez des Joconde, vous avez une Ferrari GTO, vous avez une 2 chevaux. Clairement, en termes d'investissement, d'abord, la mise de départ n'est pas la même, et le résultat sera évidemment très différent. Mais qu'importe, finalement. Si on est passionné, effectivement. Ouais, c'est ça. Une petite question encore économique, Laurent Herriou. On a souvent pu lire, et d'ailleurs les marchés financiers pour le coup suivent ça de près, que les prix des voitures d'occasion avaient particulièrement augmenté, en lien notamment avec l'inflation des matières premières, mais surtout les difficultés d'approvisionnement d'un certain nombre de matériaux. Est-ce que ça a un impact ou non sur les voitures de collection, sur les prix des voitures de collection, ou sur l'appétence qu'on peut avoir pour ce type d'achat ? Alors nous, on n'a pas d'électronique dans nos véhicules. Donc ça n'a pas d'impact ? Non, ça n'a pas d'impact. Et clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai on constate que par déficit de disponibilité de véhicules neufs, eh bien, les gens qui ont besoin d'un
véhicules se retournent vers l'occasion. Et heureusement que le marché de l'occasion est là encore, d'ailleurs. D'ailleurs, je crois savoir qu'on importe également des véhicules d'occasion de pays, en tout cas limitrophes, de façon à pouvoir satisfaire la demande. Non, nous, on n'a pas ce genre de problème. D'accord. L'occasion et la collection, il n'y a pas de pont entre les deux, ou en tout cas d'impact qu'on n'aurait pas forcément identifié, mais qu'on verrait également. Non. Mais vous savez, c'est intéressant votre question sur un autre sujet. Le même véhicule d'occasion devient véhicule de collection quand on décide de le libérer de sa contrainte quotidienne, j'ai envie de dire. On commence à lui trouver un garage, à l'entretenir. Et voilà. C'est vraiment une démarche patrimoniale. Pour autant, il faut que ça puisse continuer à rouler quand même. Sinon, alors oui, on pourrait le mettre dans un garage. Mais voilà, non, on revient au plaisir, ce ne sera pas le même. Merci beaucoup Laurent Hériot d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous décrypter un petit peu ce contexte économique donc, en matière de véhicules d'époque ou de véhicules de collection. Je rappelle que vous êtes le conseiller du président de la FFVE, Fédération Française des Véhicules d'époque. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.